Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Les dernières news, lesquelles sont-elles? Une première news ce matin, très intéressante. C'est ici un rapport qui nous vient directement de Glassnode avec Fanara Digital qui nous dit que, OK, Bitcoin a chuté de 36% par rapport à son record historique qu'il avait fait le 6 octobre à 120 000 $. Les gens, les investisseurs, les traders, tous ont l'extrême peur. Oh mon Dieu, c'est bon, le bear market, c'est parti. Par contre, le rapport ici de Glassnode note que Bitcoin a attiré, depuis le début du cycle, plus de 732 milliards de dollars de nouveaux capitaux nets. C'est boum, 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 ce qui a été acheté directement. Donc, depuis la fin du bear market en 2022. Et nous disent Glassnode, sur ce rapport-là, le cycle actuel, depuis 2022 jusqu'à maintenant 2025, à lui seul a attiré plus de capitaux sur Bitcoin que tous les anciens cycles réunis. C'est là où tu vois la folie. Bon. Et donc, il nous dit que ça reflète l'impact profond de l'adoption institutionnelle. Mais les ETF sont là depuis 2024. Et bon, bien sûr, ça a ouvert la porte aux investissements à une population beaucoup plus grande. Et surtout à une population qui est déjà investie dans le marché boursier. Là, on lui a proposé un nouvel actif qui est le Bitcoin. Et puis, ils ont bien aimé le Bitcoin. Tu vois. Bon. Et ils nous disent aussi dans le rapport, l'ampleur des entrées de capitaux sur le Bitcoin tout au long du cycle actuel souligne une transformation structurelle de la profondeur du marché et de la base d'investisseurs de Bitcoin. En gros, ils te disent, voilà, le cycle actuel, il ressemble pas du tout au cycle précédent. Il faut arrêter de regarder les cycles précédents pour se dire, oui, ça va faire la même chose. Au complément de cet article-là, qui est vraiment sympa, il y a celui-ci, il y a un ancien signal technique qui refait surface, c'est le Sherp ratio. OK, donc c'est un indicateur technique du Bitcoin, c'est le ratio de Sherp, on appelle ça, qui vient de chuter à quasiment zéro. Et généralement, ce seuil, on l'observe après des points bas du marché. OK, donc le ratio de Sherp du Bitcoin est désormais à un niveau historiquement associé au moment de forte incertitude et aux premières phases de revalorisation. Ça, c'est CryptoQuant qui nous le dit. Mais maintenant, il dit aussi que cela ne garantit pas un point bas, mais indique que la qualité des rendements futurs, la qualité des rendements futurs commence à s'améliorer. C'est-à-dire que si tu investis maintenant, sur le futur, tu as une plus grande chance de gagner de l'argent. C'est ça que ça signifie. Donc, à condition, bien évidemment, que le marché se stabilise et que la volatilité se stabilise. Exactement comme Bitwise nous dit, tu vois, c'est en corrélation. Alors, cet indicateur, il mesure la performance ajustée au risque. Alors, lorsqu'il se rapproche de zéro, ça signifie que le Bitcoin a généré de faibles rendements au regard de sa volatilité. Le coût de mining moyen sur Bitcoin des sociétés spécialisées est actuellement de 74 600 et on peut constater que par exemple un Hut 8 Mining qui est localisé essentiellement au Canada et au Texas aux États-Unis mine actuellement pour le plus cher 130 000 $, tandis que Iron aurait un coût de revient pour un Bitcoin entier autour de 46 500 $. Donc la moyenne aujourd'hui se trouve à 74 600, sachant que ça, comme d'habitude, voilà, c'est les chiffres officiels. Officieusement, on doit être plutôt, je pense, autour d'une moyenne qui se situerait aujourd'hui sensiblement autour de 50-55 000 $. Mais comme d'habitude, voilà, on prend les chiffres qu'on veut bien nous communiquer, tout en se disant qu'effectivement, on a deux zones importantes là pour le marché d'un point de vue du coût intrinsèque de minage du Bitcoin, 50-55 000 et autour de 75 000. Et c'est marrant puisqu'on retrouve à nouveau nos supports qu'on peut mesurer au niveau de l'analyse technique, au niveau de l'analyse on-chain. Donc ça n'est pas rien en termes de comportement des différents participants au marché. C'est l'actif du siècle, c'est le meilleur véhicule pour pouvoir conserver, transférer et envoyer de la valeur, le résultat de son travail, son patrimoine, dans le futur. Et donc la base, les fondations de The Bitcoin Society, et c'est pour cela qu'on s'appelle The Bitcoin Society, est de nous rattacher à l'étalon monétaire Bitcoin, de nous adosser au standard Bitcoin. Cela veut donc dire que nous allons créer et constituer, accumuler et développer au fur et à mesure du temps un trésor en Bitcoin qui sera attaché à notre bilan et qui nous permettra de pouvoir avoir une force économique, un socle économique qui va s'apprécier dans le temps. Cette approche, on l'appelle aussi une approche de Bitcoin Treasury Company, c'est-à-dire une entreprise qui a décidé de mettre en place ce standard Bitcoin et qui va donc, comme je viens de l'expliquer, convertir tous ces flux excédentaires de trésorerie en Bitcoin.
En gros, on a commencé à développer un produit où l'idée, c'était les cryptos, c'est chiant. La blockchain, c'est chiant. Le Web3, c'est chiant. Comment donner un outil grand public où, en fait, ma mère, ma grand-mère peut avoir accès à la décentralisation, à la gestion de ses actifs, à participer sans s'en apercevoir à tout l'écosystème crypto en plug and play. Voilà. En fait, c'est effacer toute la couche technique relou. Parce qu'en fait, si tu n'es pas administrateur réseau, monter un nœud Bitcoin, c'est chiant. Voilà, pour le grand public, faire du mining Bitcoin, c'est chiant. Les cryptos en self-custody, c'est chiant. Voilà. Ouais, là, t'as vraiment un outil qui simplifie toutes ces étapes-là, en fait, en un seul et même truc, quoi. C'est ça. Et en fait, l'idée, voilà, donc c'est en fait tout est chiant, t'en as partout, il y a des wallets partout, il y en a plein partout. Et donc, voilà, Nodi a évolué dans le développement, ce qui a fait qu'on a eu beaucoup de retard aussi, puisqu'on a mis, là, on pensait en mettre 1 an, on en a mis pratiquement 4. Ouais. On a investi beaucoup d'argent dans le projet, et l'idée, c'était de faire vraiment, c'était vraiment de faire quelque chose grand public. Ok. Et donc, voilà, on a commencé à développer cette box, où, voilà, le but, c'est qu'elle soit esthétique, que, en fait, tout le monde ait envie de la mettre chez lui. Aujourd'hui, on s'attaquait à un sujet assez critique et peut-être même le plus important de tout l'écosystème, et j'ai envie de dire pour tout type d'investisseur, celui de la souveraineté de nos coins, que ce soit de Bitcoin, Ethereum ou toutes les altcoins. Finalement, eh bien, c'est quand même un sujet assez complexe, mais important, puisqu'il y a une stat qui est quand même tombée, qui m'avait pas mal plu, que finalement, il n'y a que 2% de tous les utilisateurs crypto, investisseurs, qui n'ont un hardware. Et bah, pour autant, on a quand même plusieurs événements à travers l'histoire, la jeune histoire de Bitcoin et des crypto-monnaies, qui nous prouve que c'est quand même assez important. D'ailleurs, parlons-en du risque, puisque Wall Street a donc décidé hier, enfin assez récemment, que le risque c'était chic, et on a racheté donc du Bitcoin comme si c'était les derniers soldes du Black Friday. Le truc est passé de moins de 84 000 hier matin à 90 000, puis 93 000 ce matin encore. Et là, le Baron vous explique tout. En une. Pour que le Nasdaq retrouve les plus hauts, il faut que le Bitcoin monte. Voilà. C'est assez simple. On en est là. La crypto gère l'oxygène du marché. Si ça monte, tout le monde respire. Et si ça baisse, on sort les sacs en papier. Mais en attendant, il faut quand même se souvenir qu'il y a 10 jours, tout le monde parlait de crash imminent. Et aujourd'hui, si j'achetais des calls, le S&P 500 sera avec 7000, ça paiera mes cadeaux de Noël jusqu'en 2035 au moins. Le contraste entre la peur qu'on a eu il y a quelques semaines et aujourd'hui, c'est juste magique. Le risque revient. Les craintes de la semaine dernière sont déjà arrangées dans un tiroir. Et pendant ce temps-là, hier, Boeing a même décidé de rassurer Wall Street. Ouais, Boeing, plus 10% sur une séance. On aurait dit qu'il se lançait dans l'intelligence artificielle. Pour Ray Dalio, le vrai danger arrivera quand la Fed devra arrêter la machine à imprimer de l'argent. Et le jour où ça arrivera, les taux d'intérêt vont s'envoler et tout le château de cartes risque de s'effondrer, y compris les entreprises de l'intelligence artificielle. Et pour lui, la Fed va alimenter la phase la plus euphorique du grand cycle de dette. Autrement dit, pour faire simple, la Fed gonfle encore plus la bulle technologique juste avant qu'elle n'explose. Et d'après les calculs de Dalio, ce déclencheur pourrait arriver entre fin 2026 et début 2027. Mais, paradoxalement, à court terme, Dalio pense qu'on pourrait encore voir un dernier rallye. Une dernière poussée forte en bourse, une dernière poussée forte en crypto-monnaie, simplement parce qu'il y aura trop de liquidités dans le système. Aujourd'hui, et si on revient sur le marché crypto, donc la semaine dernière, comme je le disais, on a ici le extreme fear, donc le pire moment pour paniquer. Ok, donc la semaine dernière, on était grosso modo à peu près sous les 88 000 avant que ça pump. Ici, et aujourd'hui, on a une double réaction positive. Donc, ce qui est important ici, c'est que oui, on peut se projeter. Alors, moi, j'aime pas trop ce type de, j'appelle pas ça des figures, mais voilà, double bottom potentiel en se disant bon, voilà, on a potentiellement un double. On le saura que quand le marché sera là, on dira on a eu un double bottom il y a 2 semaines. Ça sert pas à grand chose. Moi, j'estime simplement qu'aujourd'hui, on a toujours, alors on va prendre sur des unités temps weekly, on est toujours dans des tendances haussières. J'ai pas changé de veste, j'ai pas changé de casquette. Je continue à travailler en augmentant mon exposition dans la gestion active sur cette poche crypto gestion active, en augmentant mon exposition quand ça baisse, en la réduisant quand ça monte. Ok. Donc pour le moment, à partenir, il n'y a pas grand chose à faire. BTC qui est toujours aux alentours des 92 000, à là où je te parle, 92 700. Et ce qui est cool, c'est qu'en weekly, on aurait potentiellement un signe de retournement. Par contre, il faut faire attention, c'est que si on regarde la map des liquidations, on pourrait potentiellement retomber aux alentours des 90 000 dans les prochains jours, voire potentiellement redescendre aux 84 000 pour prendre les liquidités qu'on a du coup ici. Comme je peux voir, il y a la liquidité.
Et en général, ben, quand il y en a, eh ben, on redescend les chercher. En un mois, alors le temps que ça charge, je sais pas parce que la Wi-Fi est pas terrible ici. Voilà, on pourrait potentiellement remonter aux alentours des 94-95 pour pourquoi pas redescendre aux alentours des 84 pour par la suite aller rechercher les 100 000, sachant que la liquidité commence à se former aux alentours des 100 000 et en général, ben, il faut aller chercher la liquidité. Ok. Donc on retourne ici au total 3 ES, W assez sympathique en cours de formation. Si on se met en weekly rapidement, on peut voir que aussi on a quelque chose d'assez sympathique ici qui est en train de se former. Comme on peut le voir, à chaque fois qu'on a bottom, ben, on repart à la hausse. Donc ici on avait bottom, à chaque fois on repart à la hausse, comme tu peux le voir. Il y a Pulse, vous le savez peut-être. C'est peut-être le projet le plus ambitieux qui se retrouve du jour au lendemain au placard. Pulse devait être la version proactive et personnalisée de ChatGPT. Un assistant qui vous connaîtrait vraiment, qui anticiperait vos besoins. Nick Turley, le responsable de ChatGPT, a confirmé sur X que désormais, l'objectif c'est de rendre ChatGPT plus capable et de continuer à croître, et d'étendre l'accès dans le monde entier, tout en le rendant plus intuitif et personnel. En gros, améliorer l'existant avant de lancer de nouvelles fonctionnalités. Mais voici où l'histoire devient vraiment intéressante. Parce que pendant qu'OpenAI met en pause ses projets commerciaux, l'équipe de recherche travaille sur quelque chose de gros. La semaine dernière, Mark Chen, le directeur de recherche d'OpenAI, a révélé à certains collègues l'existence d'un tout nouveau modèle. Son nom de code, Garlic. Et apparemment, ce modèle surpasse déjà Gemini 3 et Opus 4.5 d'Anthropic sur les évaluations internes de codage et de raisonnement. Ce qui rend Garlic particulièrement intéressant, c'est son approche technique. Le modèle n'est pas juste plus gros, il corrige des problèmes fondamentaux dans le processus de pré-entraînement. Et si tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.